Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans son premier épisode, j'accueille Émilie Bosque, qui est consultante en recherche et développement innovation. Elle est docteure en traitement du signal et de l'image et a créé son entreprise Elampsys en 2020. Aujourd'hui, elle va nous présenter son parcours et sa vision de la recherche et développement en Guadeloupe. Bonjour Émilie, comment tu vas? Bonjour Maïli, ça va très bien, merci. Et toi? Moi aussi, super. Je suis super contente de t'accueillir en tant que première invitée sur mon podcast. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir et je sais que cet épisode sera super enrichissant pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Du coup, alors, je vais d'abord te demander de te présenter, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent pas, même si, bon, t'es quand même connu dans la Caraïbe. Du coup, je veux bien que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu les différentes étapes de ton parcours professionnel. Bon, t'exagères un peu hein, dans la Caraïbe. Bah, écoute, déjà quand même, je peux te dire que je suis ravie et honorée que tu m'aies choisi pour ton premier podcast. Et puis voilà, si ça veut Merci. dire quelque chose pour toi, bah écoute, c'est pareil aussi pour moi. Voilà. Voilà. Et puis, donc, pour répondre à ta question sur mon parcours, j'ai grandi à Gourbert, j'ai fait ma scolarité à Gourbert. Je fais mon lycée à Basse-Terre, au lycée Gerville-Réache. Je me suis tournée naturellement vers un bac S parce que j'étais à l'aise en mathématiques, j'étais à l'aise en physique-chimie. C'était des matières que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les autres aussi, hein, mais voilà, il fallait faire un choix. Et puis, à la suite de ça, je suis partie faire des études à Rennes, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA de Rennes. J'ai étudié l'électronique, l'informatique industrielle. Donc, c'est une formation en 5 ans. Et la 5e année, je l'ai faite en Espagne, puisqu'on avait une collaboration avec l'université de Valencia en Espagne. Ensuite, quand j'ai obtenu mon diplôme, moi, je voulais pas exercer dans le privé en tant qu'ingénieur. En fait, ça faisait déjà quelques années que ça me travaillait de faire de la recherche, que je voulais faire de la recherche. Et mes professeurs à l'INSA le savaient. Et du coup, ils m'ont proposé un sujet qui correspondait bien à mes appétences, mes sujets d'intérêt. Et donc, j'ai fait une thèse qui portait sur les algorithmes de compression de vidéos 3D. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet, mais c'était un travail pluridisciplinaire qui mêlait informatique, mathématiques appliquées, psychologie, biologie. C'était vraiment riche et ça m'a permis de côtoyer plusieurs communautés scientifiques du coup. Donc c'était vraiment bien et c'est 3 années magiques. Moi j'ai vraiment adoré le temps de thèse et je le recommanderais à n'importe qui doute encore parce que c'est vraiment alors faut avoir envie de s'engager sur la durée, mais après c'est que du bonheur en fait de sacrer un projet, de le mener à bout. Et puis tout ce qui est à côté, parce que moi, pendant ces 3 ans-là, j'ai rencontré d'autres scientifiques, j'ai beaucoup voyagé dans le monde pour présenter mes travaux. J'ai fait plein de collaborations avec des universités étrangères et des séjours à l'étranger, etc., des échanges. C'était vraiment super riche. D'ailleurs, j'ai poursuivi en postdoc et voilà. En fait, pour tout te dire, moi, initialement, je me vouais vraiment à une carrière de chercheuse. J'aurais souhaité, à l'époque, être chercheuse, enseignante-chercheuse, etc., hein. J'étais bien partie pour. Ouais, donc plus universitaire, on va dire. Plus universitaire, en fait. Ok. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, à ce moment-là, moi, je le voyais du point de vue du labo. Ouais. C'est-à-dire que du côté public, parfois, on est dans un monde, hein. Bien C'est un sûr, monde bien sûr. fermé C'est et on ne clair. comprend pas nécessairement tout ce qui se passe dans les autres mondes, Tout puisqu'il à y a fait. d'autres mondes. Et du coup, moi, je ne me projetais pas dans l'entrepreneuriat. Je voulais vraiment avoir une carrière académique. Mais
j'ai commencé à faire les concours, pour devenir maître de conf. J'ai passé les oraux et tout, j'étais assez bien Ah classée, mais oui, donc en finalement fait, j'ai pas t'étais déjà, c'était déjà ouais, ça que tu voulais faire. Ah oui, d'accord, ok, ah ouais, 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 ok, ouais, j'ai fait ça, ouais, ok. j'ai fait ça, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'imaginais. Je me suis rendu compte qu'en fait, le monde académique, c'est un monde à part, hem et qui a ses propres règles et ses règles explicites et implicites. Et les règles implicites, en fait, moi, je me les suis prises, en pleine face au Ah moment où ouais, je faisais ces concours pour devenir maître de conf. Et quand j'ai réalisé ces choses-là, je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est pas ma voie, c'est pas ça que je veux, en fait». Plus, je commençais aussi à me restreindre dans un champ assez limité, du point de vue scientifique. Parce que c'est vrai que quand tu es dans la recherche académique comme ça, tu es dans un laboratoire, bah, tu as des directives, en fait, hein. Tu peux pas tu as une certaine liberté, mais tu peux pas non plus faire n'importe non, quoi en non, c'est termes de sûr, sujet de c'est recherche. sûr, c'est sûr. Or moi, je suis quelqu'un, depuis toujours, hein, je suis quelqu'un de très curieux, de très éclectique, qui a envie de toucher à tout, qui s'intéresse à tout. Et je commençais déjà, même en postdoc, à ressentir les limites. Et du coup, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit: «Non, c'est pas pour moi et si ça se trouve, en fait, c'est un signe, c'est le moment de C'est changer, de sûr. prendre un virage». Ouais, mais il faut souvent s'écouter, hein, quand c'est comme ça, hein, parce qu'en fait, nos parcours sont vraiment liés par rapport à, ben, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent. Donc en fait, si on se sent pas d'aller dans une direction, il faut pas la Et prendre. C'est parce voilà, qu'en c'est fait, ça. Et c'est que c'est pas ça, en et fait, puis surtout, j'ai envie de te dire aussi, c'est de pas voir les échecs comme quelque chose de négatif. Parce que si j'étais restée clairement. sur: «Ah, j'ai pas réussi le concours, je pleure, nanani nanana», ben, j'avance pas, tu vois? Non, faut se relever. Moi, je me dis: «Bon, OK, j'ai pas reçu les concours, je fais le bilan, je vois que ça me convient pas, ça me convient pas. Est-ce que l'année prochaine, j'ai vraiment envie de faire les concours ou est-ce que je saisirais pas cette opportunité, en fait, pour faire autre chose?» Et je me suis dit: c'est peut-être une chance». Beh, bien sûr, c'est exactement ça. Quand on réussit pas quelque chose, je pense qu'il faut pas juste s remettre en cause ses compétences. Il faut aussi se demander: «Est-ce que c'était vraiment fait pour soi, en fait? Est-ce que si je vais pas réussir, est-ce que c'était pas parce que c'était pas pour moi?» Et souvent, c'est ça, hein. Souvent, c'est pas un Mais moi, problème de à aucun compétences, hein. moment, j'ai remis en cause Donc mes compétences. Alors peut-être que je suis ah peut-être que génial, j'ai eu parce que tort, je ouais. sais pas. Non, parce qu'il y a des gens qui il y a des gens qui le font, hein. Il y a des gens qui le font. Mais moi, j'ai pas remis en cause mes compétences parce que si tu veux, j'ai regardé la situation et je me suis dit: «OK, en fait, le concours, il est pas basé sur tes compétences». Parce que de toute façon, quand tu es déjà shortlisté et que tu as fait les oraux, c'est que tu as les compétences. Donc les compétences, je les avais, c'était pas ça le problème. C'était autre chose, c'était des questions politiques en fait et qui n'étaient pas de mon ressort. J'ai aucun pouvoir là-dessus, je peux pas le changer ça. Ça me regarde pas. Et donc voilà et donc je me suis dit: «Bah écoute, Émilie, peut-être c'est le moment de changer Mais le c'est cours de ça, ta c'est ça, vie c'est ça. et de faire quelque chose, voilà, avec autre chose». Donc là, je rentre dans une start-up, bah, je vais dans le privé, en fait, quelque chose que j'avais pas prévu de faire. Je quitte complètement le public et c'est quand même un déchirement, hein, parce que, c'était quand même ma famille. C'est un peu Ah ça bah devient oui, ta famille, ouais. tu vois? Tu Bah bien les sûr, codes de bien sûr. l'académique, mais bon, hem, il faut pas avoir peur du changement, faut y aller. Et là, en fait, on me propose un poste assez particulier dans une start-up qui fait, de l'intelligence artificielle et qui est leader mondial de, dans son expertise et on me propose un poste très, très particulier qui est R&D Knowledge Engineer, ce qui pourrait se traduire par ingénieur de gestion de connaissances R&D, si tu veux, qui consistait à lire des algorithmes codés en C, des algorithmes d'intelligence artificielle, hein, codés par les ingénieurs de recherche de la boîte, et donc le cœur de technologie de la boîte. Donc de lire ces algos, donc je te laisse imaginer que c'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de lignes de code J'imagine bien. en bas niveau. Et on me propose de lire ces lignes de code, de les comprendre et de les expliquer
dans des documentations écrites en anglais, expliquées en anglais et illustrées. Parce que comme j'ai aussi des compétences un peu graphiques, je pouvais faire des dessins, non pas des schémas, mais des dessins en fait. Des dessins qui permettent d'expliquer l'algorithme. Moi, je trouve déjà ton parcours génial, mais à quel moment tu réussis à trouver un poste comme ça, juste en sortant du public? Après cet échec, tu réussis à trouver un poste comme ça qui, a priori, ben, te convient? Comment ça s'est fait un peu la bascule, en fait? Juste au niveau de toi, comment, enfin, t'as postulé? Est-ce qu'on t'a contacté? Comment ça s'est fait? Je me souviens plus très bien. Je pense que en fait, je pense que si, ça y est, ça me revient. En fait, quand j'étais dans le public, j'ai noué, une relation d'amitié très forte avec, un ingénieur de recherche qui s'est trouvé dans cette boîte-là et il est resté mon meilleur ami jusqu'à aujourd'hui, hein. Ah, génial. Et donc on se contacte toujours à distance, on suit nos parcours et tout et en fait lui, je pense que c'est lui qui avait dû, voir cette offre-là, c'est possible. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais je pense que ça doit être lui qui a dû me dire: «Tiens, il y a ça, est-ce que ça t'intéresserait pas?» En tout cas, ça je suis plus très sûre de comment ça s'est fait, mais en tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est que c'est lui qui a appuyé, ma candidature. Donc c'est pour ça aussi que en fait, dans la vie, les gens que tu rencontres là, c'était mon meilleur ami, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. Mais les gens que tu rencontres, c'est aussi des potentielles opportunités De plein de de plein choses. de Ouais, choses, hein, pas que pas que professionnel, hein, de professionnelles, hein. plein de choses, c'est vraiment ça. Chaque rencontre, faut voir ça comme un cadeau et que, ben, tu sais pas en fait ce que la vie va te proposer et je pense que tu rencontres pas les gens par hasard. Des fois, c'est parce qu'il faut que tu apprennes quelque chose, des fois, c'est parce que tu vas prendre un virage, tu vois? C'est Mais ouais, c'est génial. Ouais, donc l'importance aussi des rencontres, du réseau, de toutes les personnes qui peuvent, bah, être autour de nous, quoi. oui. Alors le réseau, c'est un truc qui, pour moi, c'est universel. À mon avis, c'est quelque chose que qu'on soit dans la Caraïbe, qu'on soit en Guadeloupe même, qu'on soit en France, c'est pareil. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça va tellement plus vite. Et ça, c'est pas du filon, hein, c'est vraiment du réseau. C'est vraiment du réseau. Parce qu'on a plus confiance en quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'en un candidat lambda. Je dis pas que que c'est impossible, hein, C'est clair, mais c'est plus facile. c'est clair. Ah oui, on est 100% d'accord. Voilà. Donc j'ai passé environ 3 ans, je pense, dans cette start-up. Ouais, Et c'était vraiment génial pour moi parce que comme je suis curieuse et moi, on me donne à manger de la technologie, ben, j'ai bouffé. mais tu m'étonnes. J'ai lu les algos, j'étais contente, j'ai vu des maths appliquées pour tu vois, des vraies applications et tout, et comment c'était codé et tout ça, mais c'était génial. Après, moi, j'ai pris Ben mon oui, pied à expliquer ça. Ah ouais, beh, j'imagine bien. vraiment, hein. Et puis je dessinais à côté C'est trop les bien. explications, mais c'était juste génial. Après, je faisais aussi un peu d'évangélisation, si tu veux, c'est-à-dire que j'avais aussi des présentations orales, toujours en anglais, hein, parce que c'était une start-up française, mais qui avait un contexte international. Donc, la langue de travail, c'est l'anglais. OK. Donc, je faisais des présentations aussi en anglais, de vulgarisation de ces algorithmes-là pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Et j'ai commencé à expliquer d'abord au personnel technique, mais après aussi un petit peu à tout le monde qui était intéressé pour comprendre la techno. Donc, c'était vraiment génial. Voilà. On sent que c'est une expérience que tu as adorée, quoi, ça se ressent. Ah ouais, ouais, dans ces tâches-là, vraiment, j'ai kiffé. Après, au bout d'un moment, quand même, au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Donc, ils codaient pas, je pense, assez vite pour me donner d'autres technologies, tu vois? Ah ouais, tu commençais à t'ennuyer, quoi, en fait. Ouais, je commençais à être limitée. Du coup, je pense que j'avais besoin d'autre chose. À ce moment-là, je commence à me poser des questions sur l'entrepreneuriat. OK, C'est le début, hein. ouais. À ce moment-là, je suis aussi enceinte de mon premier enfant. Et comme je sens que j'ai besoin d'autre chose, ben, je me dis, ben, je vais passer Donc tu retournes dans les études. un master en économie. Voilà.
Donc pendant que je travaille, je me dis: «Ben, les week-ends, je peux bien consacrer pour faire mon master». Donc je suis montée à Paris Ah ouais! tous les week-ends pour faire mon master, en parallèle de mon travail. Voilà, et avec mon bébé dans le ventre. D'accord, OK, là, Émilie, par contre, OK. Donc c'est comme ça que je lui dis: «Mais tu sais, hein, tu as bien voyagé avec moi. On a fait des Ah oui, études non, mais ensemble et tout». c'est génial, quoi, c'est génial. Donc Enfin, en fait, ça se sent que tu avais besoin de, de nourriture scientifique, je vais appeler ça comme ça, en fait. en fait, j'avais besoin de stimulation intellectuelle et j'ai toujours besoin, en fait, d'être éveillée, et du coup, pour la petite histoire, la date de soutenance prévue pour le master, c'était, aussi ma date d'accouchement. Donc comme je pouvais pas changer la date d'accouchement, si tu veux, Ah ben ça, c'est sûr j'ai que tu peux pas changer voilà, la date d'accouchement. j'ai demandé à l'université à Paris, c'était à Paris-Saclay, je leur ai demandé qu'on fasse ça en visio et peut-être à une autre date, et c'est ce qui s'est passé, donc c'est comme ça que j'ai pu soutenir, à distance, et puis voilà, et j'ai obtenu mon master comme ça. Eh bien, dis donc, franchement, chapeau, hein, parce que il faut beaucoup de courage, je pense, hein, pour réussir à déjà faire des études en plus de son emploi et tout en étant enceinte, franchement. Mais toi, comment t'as réussi à tenir par rapport à tout ça? Parce que enfin, ça demande beaucoup de force physique aussi, mentalement aussi. Enfin, C'est juste de la détermination, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu sais où tu veux arriver, et tu y vas, en ouais, et fait. puis tu tiens, tu y vas, Oui, quoi. parce que Ouais. tu sais ce que tu veux à la fin, en fait, Bah, c'est ça. et tu lâches rien. Bah oui. Non, mais c'est magnifique. Franchement, c'est admirable. Franchement, c'est top. Donc c'est ça. Bah, merci. Merci. Et ça c'est mon côté créole, tu vois? C'est mon côté antillaise, tu vois? Ouais, on est des résistants, hein. Parce que contrairement aux stéréotypes qu'on véhicule sur notre compte, malheureusement, c'est un fait, nous sommes des descendants de résistants, en fait. Exactement. C'est Donc ça. on peut être que C'est juste résistants. marqué dans l'histoire, quoi. Bah, Donc c'est juste qu'en fait l'histoire ne l'a pas racontée du bon oui, point de ouais, vue, ça, parce c'est clair, qu'on c'est on clair. nous fait passer pour des fainéants. Alors qu'en Tout fait, à fait. on serait pas là si on n'avait pas résisté, en fait, à tout ce Bah, qu'on a vécu. exactement. Ben bien Donc sûr, voilà. bien sûr. Donc voilà, je pense que ça, je puise ça certainement un petit peu là-dedans. Voilà. Donc à la suite de ça, tu vois, quand j'ai eu le master, ben je me dis: «C'est bon, j'ai un sésame pour, tenter autre chose», et c'était un master, donc j'ai pas précisé, mais c'est un master qui portait sur, l'innovation et la valorisation de la recherche. Donc et qui avait aussi une dimension, entrepreneuriale. Parce que je te dis, ça commençait à me travailler ces idées-là. Donc tu as voulu faire une formation. Voilà. Bah, parce que déjà moi je sentais bien que, tout ce que j'avais fait en thèse, c'était pas que des travaux scientifiques. J'avais aussi fait beaucoup de gestion de projets, multipartenaires. Donc j'avais la connaissance de comment on gère plusieurs cultures différentes, parce que c'était avec des laboratoires étrangers, et puis des projets complexes, en fait. Donc et je me disais: «Bon, moi j'ai envie d'être là-dedans». Ce que j'avais fait pendant ma thèse, j'avais bien aimé sur cette partie de gestion, de management de R&D et tout. Donc je voulais poursuivre, et du coup j'ai fait ce master-là. Quand j'ai eu le diplôme, bah, j'ai postulé à des offres d'emploi en tant que consultant scientifique dans des cabinets de conseil en financement de l'innovation. Parce que là, à l'époque, moi, je pensais, j'étais très naïve, hein, heureusement, parce que sinon, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait. En tout cas, je pensais que j'allais vraiment postuler sur un poste de consultante scientifique, tu comprends? Avec vraiment avec des apports scientifiques, etc. En réalité, donc j'ai été embauchée, et en réalité, bon, c'était beaucoup, oui, il y a une dimension scientifique, dans ces métiers-là, parce qu'il faut que tu sois capable de détecter, les potentiels, d'innovation ou les potentiels de R&D des travaux qui ont été réalisés dans les entreprises. Mais c'est quand même, une grosse part de commercial et une grosse part de paperasse aussi, en fait, d'administratif. Ouais, donc en fait, là, tu te diriges vers une porte où ben, tu laisses un petit peu de côté les sciences, on va dire, les sciences appliquées. Donc là, Ouais, c'est ça. Par ouais, c'est exemple, ça. Hmm. je suis plus la main dans le cambouis, je suis plus dans. Ouais, c'est ça. T'es Je plus vraiment au discute, labo, en quoi. fait, je fais des audits techniques, scientifiques. Je Ouais. discute avec les porteurs, avec les entreprises.
je discute sur leurs projets, et cetera. Donc je discute science, mais je suis pas dedans directement, en fait. Et à ce moment-là, moi, dans les cabinets de conseil, bon, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Je vais pas cracher dessus, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des rencontres vraiment vraiment intéressantes avec, certains collègues, mais aussi, avec certains clients. Mais il y a aussi pas mal de choses qui me dérangeaient dans les process et dans la vision, assez, vénale, en fait, du service qu'on proposait, voilà, du service qu'on proposait aux gens. Et moi qui venais de l'académique à la base, enfin qui avait une forte dimension académique, ça me choquait en fait et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui manquaient dans l'accompagnement pour leur permettre de faire une R&D qui soit vraiment rigoureuse et qui respecte vraiment des critères d'éligibilité à certains avantages du point de vue de l'administration. Je vois ce que tu veux dire. Et puis aussi, juste pour leur donner les moyens d'aller plus loin en fait. Donc voilà. En toi, tu as l'amour de la science de base, puisqu'à la base, tu es chercheuse. Tu arrives dans un monde où effectivement, tu vois plus la partie, entre guillemets, paperasse, gestion des dossiers, mise en avant des dossiers à travers les technologies qui sont mises en place, mais tu n'oublies pas ce côté scientifique que tu as à la base, ce côté chercheur. Donc, Voilà, forcément, voilà. ton alignement, il est différent. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Mm. Moi, voilà. Et puis, tu sais, en fait, quand j'ai quitté la recherche, quand j'ai quitté le monde académique, j'avais tous mes collègues ou mes professeurs encadrants, etc., qui, qui me disaient: «Ah oui, mais Émilie, quand même, tu pars et tout.» Mais moi, je leur disais toujours: «Mais en fait, je reste chercheuse, Ben hein. oui, C'est pas parce que je suis plus dans c'est l'académique, clair. mais ça fait partie de moi. Bien sûr. Donc, je pourrais pas l'enlever, même si je suis pas avec vous physiquement ou je suis pas dans les projets et quoi. Mais je reste cette dimension chercheuse, tu vois, Ben oui, ça, on peut pas te l'enlever. elle est là. C'est clair, c'est clair. Et voilà. Et c'est pour ça, en fait, c'est-à-dire j'ai cette partie chercheuse, j'ai d'autres parties encore et je suis pas dans un silo en particulier, en fait. Moi, j'ai toujours mes idées de créer une entreprise et tout. Et puis, donc finalement, je quitte le cabinet. Ouais, Je m'arrête pendant quelques mois aussi, tu sais, pour un peu une mise au point, un recentrage. Pour voir qu'est-ce que je veux vraiment. Des fois, on en a besoin dans la vie. Et c'est là où des fois, on a un petit peu un rythme effréné, mais c'est bien de s'octroyer des fois, si on en a la possibilité, quelques mois de juste pour soi, pour se recentrer, réfléchir, etc. ben bien sûr. Donc c'est ce que j'ai fait et redéfinir mes objectifs, etc. Et là, j'ai créé, en fait, j'ai créé mon activité, on va dire. Ouais, Et j'ai d'abord commencé en portage salarial pour tester mon activité moi, au départ, je voulais aider, les laboratoires publics pour, les aider, dans leurs tâches, de montage de projets et cetera, et cetera. Parce que je savais que les laboratoires pouvaient être débordés et qu'ils n'avaient pas toujours, beaucoup de temps pour faire des choses comme ça. Et et je voulais aussi, aider, les entreprises sur ce même type d'activité. Donc pour tester mon activité, j'ai pas créé mon entreprise tout de suite, en fait. Je suis passée par, le portage OK. salarial. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le portage salarial pour ceux qui savent pas? Parce que franchement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas ce que Ouais. c'est. Il il y a pas mal de personnes qui savent pas ce que c'est et c'est dommage parce que ça peut servir dans certains cas. Et en fait, c'est un moyen, je vais donner plusieurs définitions. Là, c'est un moyen de créer ton activité sans créer une entreprise, donc sans passer par des, des montagnes de charges administratives, parce que ça te permet de faire des prestations auprès d'un client sans avoir à créer une entreprise. Ok? Ça, c'est ma première définition. Ça va te permettre de transformer, en fait, quand tu es quand tu fais du portage salarial, en fait, c'est comme quand, c'est la définition qu'on m'avait donnée quand on m'a conseillé de faire ça. C'est comme quand tu prends un abonnement téléphonique, c'est-à-dire tu vas et tu t'inscris dans une entreprise de portage salarial. Et donc, tu fais un contrat avec une société de portage salarial. Tu peux faire du CDI, tu peux faire du CDD, tu peux faire ce que tu veux, en fait, c'est à ta sauce. Et puis, dès que toi, tu trouves ta mission, parce que c'est à toi de trouver ta mission, après, tu as différentes sociétés de portage salarial, mais
Je pense pour la plupart, en tout cas celles que moi j'avais choisies, tu vas chercher tes missions tout seul ou toute seule. Donc tu te débrouilles en fait, c'est comme si tu avais ton entreprise, hein. Donc tu vas chercher ton client, tu te mets d'accord sur la prestation et sur le prix et ensuite tu signes un contrat tripartite entre l'entreprise, toi-même et la société de portage pour, réaliser la mission. La mission, elle n'a pas nécessairement lieu dans l'entreprise avec laquelle tu fais la prestation. Elle peut avoir lieu chez toi, dans tes locaux, peu importe. En fait, c'est toi qui te mets d'accord avec ton client. Et puis, à la fin, le client paye la prestation. Elle paye la prestation à la société de portage. Donc, les fonds arrivent à la société de portage. Et ensuite, la société de portage, elle, se charge de transformer cet argent, ce chiffre d'affaires, en fiche de paye, en salaire. Du coup, en fait, toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à facturer ton entreprise, ton client. Ton client paye et ensuite, la société de portage transforme ton chiffre d'affaires en salaire. Donc, en ta partie nette, ta partie charge patronale, etc. Ils ont tout calculé. Ils se chargent de faire toutes les procédures administratives pour payer tout ça. Et ça t'arrive sur ton compte, voilà, tranquille, pépère. OK. Donc en fait, on peut dire que le portage salarial, c'est un peu comme si tu étais un salarié, mais à ton compte. Ouais, Si je c'est ça. résume. Puisqu'en fait, tu as cette indépendance de pouvoir choisir tes missions, fixer ton prix, mais la partie administrative va être gérée par, l'entreprise avec laquelle tu travailles. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, ça te permet effectivement d'être à ton compte, de fixer tes prix, d'aller chercher tes clients. Tu es en toute indépendance. Après, ça dépend des sociétés de portage, hein. Il y en a qui sont peut-être plus ou moins contraignantes. Moi, j'ai fait le choix d'une société de portage qui me laissait la liberté totale sur toutes mes actions, en fait, et qui n'était pas à superviser, à regarder. Puis je voulais pas non plus de conseils. Je voulais pas. Je voulais faire mon Ouais, truc, en fait. donc tu peux quand même choisir la société de portage salarial qui te Oui, convient. tu choisis en Enfin fonction de tes voilà. besoins, en fait. Voilà. Et moi, j'en avais choisi une, voilà, qui me permettait d'être totalement libre. Donc, c'est comme si j'avais mon entreprise, sauf que j'avais pas toute la tambouille administrative, en fait. Ouais, 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 ouais. J'ai gagné du temps parce que j'ai fait ça pour pouvoir tester mon concept. Et heureusement que j'ai fait ça. Enfin, je veux dire, heureusement que j'ai fait ça. Peut-être ça aurait été différent. Peut-être ça aurait été très bien aussi, hein, si j'avais pas fait ça. Mais moi, je trouve que ça m'a permis de maturer mon projet, de peaufiner mes offres, d'être à l'aise, tranquille, sans me prendre la tête du point de vue administratif, en fait. C'était quelque chose, c'était un souci que j'avais pas. Du coup, j'étais vraiment concentrée sur l'opérationnel. Ouais, 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 ouais. Surtout que, quand on se Il y a lance, tellement de choses, il y ouais, a c'est quand même vrai. beaucoup de choses à apprendre, hein, au niveau de l'entrepreneuriat, hein. Enfin, on monte pas une boîte comme ça, Puis entre choisir quel statut tu prends, machin, tout ça, c'est le truc au début, là. Voilà. enfin, c'est sûr que le portage salarial, ça aide, quoi. Donc, OK. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, au bout d'un an, ben, ça me démangeait de créer mon entreprise parce que je me sentais assez à l'aise. Voilà, je me suis dit: «Là, c'est bon, là, j'ai besoin d'y aller, on y va», j'en pouvais plus et on a créé l'entreprise, avec, un expert comptable. On a créé l'entreprise, en janvier 2020 et puis après, ben, tu sais, en mars 2020, Covid. Mais tu sais, il faut pas il faut pas blâmer les contrariétés. Les choses, elles arrivent comme elles doivent C'est arriver. Les choses clair. sur lesquelles tu as un pouvoir de modification, ben, tu le fais. Et les choses que tu peux pas changer, bah, tu fais avec, hein. Et à la limite, tu t'en sers comme opportunité si tu peux. Donc, voilà. Du coup, moi, pendant le Covid, ben, en fait, je sais pas si ça m'a vraiment impactée parce que en fait, j'avais déjà des clients avec qui, j'avais déjà créé une bonne relation de confiance l'année d'avant. Puis après, j'en ai eu de nouveaux et c'était des clients qui travaillaient globalement à distance. Donc au final, le covid, ça t'a pas tellement handicapé puisqu'au final, tes prestations, tu les fais à distance, Non, parce qu'en fait, bon, j'étais dans mon début, en fait, ma création d'entreprise. Mmh. Donc, si tu veux, Ouais. de toute façon, je pense que si tu veux, ma courbe de progression, elle aurait pas été non plus, Oui,
Oui, oui, oui, oui, je pense vertigineuse que en fait, hein. hein. Mmh mh, C'était mmh. c'était un rythme normal donc voilà. Après peut-être que j'ai fait moins de contacts parce qu'il y avait moins d'événements ou des choses comme ça pour rencontrer des gens, mais bon. Et puis voilà, donc je continue. Là, en fait, tout ça, je suis à Nantes, hein, j'ai oublié de le dire, mais j'ai vécu à Nantes, j'ai créé l'entreprise, j'étais à Nantes. Et puis, au bout d'un moment, bah, je commençais déjà à avoir des contacts avec des entrepreneurs ou des porteurs et porteuses de projets en Guadeloupe, n'est-ce pas? Mmh Et puis, pour des raisons personnelles, euh, c'était le moment de partir en fait. C'était le moment de revenir en Guadeloupe. Mon conjoint et moi, ça faisait des années qu'on en parlait, qu'on se posait la question et tout. Et en 2022, ben, on s'est décidé à faire bouger la famille et on s'est installé l'été 2022 en Guadeloupe, où ça a été assez galère. Ça a été assez galère parce qu'en fait, tout le monde Quand te tu dis dit, galère, c'est dans quel sens? ben, Ouais. parce que tout le monde te dit: «Oui, les cerveaux s'en vont et il faut que vous reveniez, Mmh. revenez, revenez, revenez». Bah oui, Quand tu arrives, ben, retour au pays, le fameux retour au pays. Ouais. tu te prends en pleine face les premiers problèmes, juste des problèmes de Ah base, bah hein. ouais, mais Je parle clairement. même pas d'aller chercher du travail, hein, je parle, juste de se loger déjà, hein. Donc si tu as pas papa, maman pour te loger, quelqu'un pour te loger, ben, va chercher un logement quand t'as pas de mon conjoint lui, il avait quitté son travail pour revenir et moi je suis chef d'entreprise, donc du coup j'ai pas de fiche de paye et va chercher un logement avec ça, tu vois? Donc on a bien galéré, mais on a quand même eu beaucoup de chance et on a trouvé un logement et puis moi pareil, du point de vue professionnel, tout se met en place petit à petit, tu vois? Là, ça fait quelques mois, ça va faire 1 an, en juillet. Hem, Tout se met en place petit à petit, quoi. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu des missions, que tu fais spécifiquement avec ton entreprise, en Guadeloupe? Qu'est-ce que tu apportes comme service? Alors en Guadeloupe, je trouve, plus que par exemple en France, je j'aide beaucoup, les porteurs de projets à structurer leurs travaux de R&D et d'innovation. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je mets ça sur le compte du fait que effectivement les cerveaux s'en vont et que du coup, les gens qui ont une formation à la recherche, des formations doctorales ou quoi, sont pas toujours sur place peut-être, j'imagine. Et du coup, en fait, cette main-d'œuvre-là et cette connaissance en fait des pratiques de conduite de recherche, on les a peut-être pas sur place disponibles pour les entreprises. Du coup, moi j'apporte ça pour, eh bien, déblayer les sujets. Si tu as un produit ou un service innovant à sortir, c'est de voir l'état de l'art, qui fait quoi, quelle technologie, comment elle fonctionne, quelles sont ses limites, euh, et en quoi moi j'arrive avec une technologie qui se démarque et qui apporte une contribution à la communauté scientifique. Donc tout ça, c'est faire une veille bibliographique, veille scientifique, etc. Faire un état de l'art, identifier des verrous scientifiques ou technologiques, et puis structurer en fait le développement de tous ces aspects-là. Alors, je parle un petit peu jargon, hein. En fait, en gros, c'est vraiment les aider à planifier la manière dont ils vont résoudre tous les obstacles techniques et technologiques de leur projet. Alors, c'est pas moi qui vais résoudre les problèmes, c'est pas moi qui vais faire la recherche, mais moi, je les aide dans la gestion, en fait, de la planification de tout ça, en fait. Ça leur permet d'avoir une vision court terme, long terme, court terme, moyen et long terme de où ils vont, en fait, du point de vue technologique. Ouais, tout à fait, qui est super important, en fait, parce que si on sait pas où on va, on peut faire plein de choses et au final, ça donne rien. Voilà, après, comme tu sais, on est quand même sur de la R&D, c'est-à-dire que tu peux Mmh. prévoir un plan, à la fin, c'est pas ça que tu as suivi, hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais il faut quand même avoir un but. Et voilà, c'est ça. C'est quand même poser les bases des objectifs qu'on veut et tu vois? Donc c'est ça.
Est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprise tu es, dans quel domaine en fait? Parce que tu nous as parlé de globalement la R&D, mais Oui, spécifiquement, est-ce que c'est de la cosmétique? Est-ce que c'est de l'agroalimentaire? alors, moi, à la base, j'ai une formation, comme je te disais, en électronique, informatique industrielle, donc algorithmie, mathématiques appliquées, des choses comme ça. Donc ça, c'est mon domaine de base. J'ai plus de facilité à accompagner des projets comme ça et j'en ai. Voilà, et j'en ai. Après, les méthodologies de conduite de projets de recherche, finalement, restent globalement les mêmes d'un domaine à l'autre parce que c'est une démarche, en fait, c'est une façon de travailler rigoureuse, en fait, qui est appliquée. Donc ça fait que j'ai aussi d'autres projets dans d'autres secteurs, dans du cosmétique, OK. qu'est-ce que j'ai dans, hem, de la mécanique, de l'hydrodynamique, des choses comme ça. Voilà. Ben, justement, du coup, enfin, alors là, ça va bientôt faire 1 an que tu es en Guadeloupe. Moi, j'aimerais avoir un peu ta vision de l'innovation et de la recherche enfin, déjà en Guadeloupe, parce que bon, je sais que tu as quand même des interactions avec la Caraïbe, mais tu es quand même présente plus en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous dire juste ta vision de l'innovation et de la recherche en Guadeloupe? Alors ma vision, au bout de quelques mois, bon, je sais pas si c'est pas trop présomptueux déjà de donner un avis là-dessus. Vraiment, j'ai pas envie de bon, moi, je vais te dire, voilà, en fonction de ce à quoi j'ai accès, mais peut-être je me trompe et peut-être que j'ai pas encore tout vu. Donc, vraiment, je dis ça avec vraiment beaucoup d'humilité parce que peut-être je me trompe, peut-être j'ai pas tout vu. De ce que tu as pu voir, enfin, en tout cas, est-ce que tu la trouves dynamique? Est-ce que tu trouves qu'il manque des Hem, choses? Moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'entreprises qui innovent, clairement. Moi, je vois des projets qui sont innovants, qui ont un potentiel, en tout cas, d'innovation. Je vois des porteurs de projets, des entreprises, des entrepreneurs, hommes, femmes, qui n'ont pas connaissance des dispositifs qui peuvent les aider, Ouais. heu, qui peuvent les aider pour, développer leurs projets de R&D et d'innovation. Donc ça, il y a une méconnaissance de mon point de vue, en tout cas j'ai l'impression, hein, parce que je rencontre des gens qui connaissent vraiment pas, des choses qui sont assez courantes, par exemple, en région nantaise Mmh. où tout le monde sait de quoi on parle. Là, les gens ne savent pas, par exemple, quand on parle du crédit d'impôt recherche, Ouais, ouais, les ouais, gens ne ouais. savent pas de quoi il s'agit. Et puis, donc ça, c'est une chose, c'est la méconnaissance des dispositifs. Une deuxième chose, c'est la phobie administrative. Donc, les gens, même si j'en trouve qui connaissent les dispositifs, bah, en fait, ils prennent pas la peine de faire les dossiers parce que ça prend du temps, c'est compliqué, nani nana. Donc il y a ça et la troisième chose que je vois, c'est aussi quand le porteur ou la porteuse a connaissance du dispositif, a dépassé sa phobie, a fait le dossier, l'a déposé auprès des auprès des administrations locales, ça prend du temps. En fait, c'est pas l'instruction du dossier lui-même qui prend du temps, c'est le déblocage des fonds. Et quand on est une entreprise et qu'on fait un dossier de demande d'aide comme ça, la temporalité de l'entreprise, elle est assez effrénée en fait. C'est-à-dire que l'argent, on en a besoin pour hier. Et quand ça prend des mois à débloquer les fonds alors que la décision a été prise déjà, Mmh. de Mmh. l'avis Ouais. favorable a été reçu et qu'on attend encore les fonds depuis des mois, bah, en fait, ton entreprise, elle a le temps de couler, hein. Donc c'est peut-être là où ça, c'est un souci. Ça veut dire que je lance une bouteille à la mer, là. Ça veut dire que les entrepreneurs, les réseaux d'entrepreneurs doivent réfléchir à des solutions alternatives entre eux pour se financer eux-mêmes, en fait. Ben, bien sûr, bien sûr, et ça, c'est un véritable problème ça. Ouais. Et puis aussi, il y a un autre point que je dois souligner, c'est, hem, peut-être, un manque de maîtrise d'ingénierie financière. C'est-à-dire que quand tu montes ton entreprise, moi je vois plein de personnes qui me disent: «Ouais, moi j'ai monté mon entreprise, mais depuis le début, hein, j'ai rien reçu, j'ai tout monté moi-même, j'ai rien reçu». C'est tout à leur honneur et en même temps, c'est dommage parce qu'en fait, quand tu as compris que si tu as des fonds propres,
au début du projet, ben, faut t'en servir pour faire levier, pour aller chercher d'autres fonds. Tu as une vision, en fait, ça te donne plus de marge pour développer tes projets. Parce que c'est pas quand t'en as plus que tu vas pouvoir aller en chercher. Malheureusement, le financeur public comme le financeur Ouais, privé, il finance que les gens qui ont de bah, l'argent, c'est en fait, sûr. qui sont capables de soit de rembourser si on est sur un prêt, soit de prendre un risque en fait, de s'engager. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de subvention à 100% d'un projet, tu Bah, vois. bien On va sûr. toujours te Bah, oui. demander d'investir un minimum. C'est un peu comme quand tu fais un prêt, on te demande un C'est apport. un peu comme quand tu fais un prêt, mais là, tu vois, en plus, on est sur de la R&D, c'est des activités qui sont risquées. Donc, tu peux pas demander aux financeurs publics comme privés de te financer 100% de ton projet. Et puis toi, t'es peinard, tu vois, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il faut aussi faut que le risque soit partagé en fait. Moi, ça me semble juste aussi, tu vois. Ça me semble juste. Parce que autrement, en fait, tous les géotrouve-tout qui sont dans leur garage, ils peuvent aller demander des financements, tu vois. C'est pas ça le but. Bien sûr, il faut aider les projets, mais c'est aussi une façon de sélectionner les projets en regardant en fait qui a réfléchi à son ingénierie financière pour avoir un minimum de fonds propres et montrer que il a la tête bien faite. Il sait où il va, quoi. Il demande pas juste des financements comme ça pour demander des financements. Il sait ce qu'il veut apporter comme technologie, il sait où il va, en fait. Et puis il a une vision aussi de sa gestion, c'est ça. Bah oui. Mmh. Voilà, Tout à voilà. fait. Mm. OK. Mais du coup là, j'aimerais qu'on parle un petit peu puisque du coup, comme on le sait tous, hein, l'insertion dans le domaine scientifique, ça peut être assez compliqué aux Antilles. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ça pourrait être une voie de sortie pour les jeunes docteurs, comme tu l'étais, par rapport à ton parcours où vraiment tu as entrepris? Est-ce que tu penses que ce modèle pourrait être utile pour la Caraïbe? Alors moi, j'ai envie de te dire que qu'on soit doctorant, qu'on soit docteur ou pas, dans tous les cas, si tu es dans un contexte où c'est difficile de trouver un poste salarié, si c'est sur ça qu'on se projette au début, je trouve que c'est une bonne idée de réfléchir à créer son activité. Parce que d'un, tu crées ton activité, donc tu crées ton emploi, mais aussi, ça peut aussi donner la possibilité de dynamiser le territoire, soit en ayant des relations avec des partenaires, soit en plus aussi en embauchant plus tard si on se développe. Donc ça crée de l'emploi. Euh, Après, autre chose, c'est le constat que on est sur un territoire où on a plein de choses à faire. Il y a plein de projets à mettre en place en fait. Il y a plein de choses. Si pour peu que tu as une vision en fait, parce que c'est ça en fait quand tu crées une entreprise, c'est que tu as une vision du monde. Tu as une vision que tu as envie de propager, que tu as envie d'appliquer. Donc tu fais le constat qu'il manque telle et telle chose et toi dans ta vision, tu aimerais bien voir ça dans ton monde. Ben tu crées ton entreprise pour créer ton monde. Et du coup, moi, je trouve que sur nos territoires, on a plein de choses à faire. Si on se pose et qu'on se dit, bon, il y aurait ça, 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 tel et tel domaine, il y a ça, 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 on peut trouver plein d'idées. Après, les idées, faut trouver une personne qui soit en mesure de porter le projet. Mmh. Tout à Parce que fait. l'entrepreneuriat, moi, je dis ça, moi, j'aime ce que je fais et j'aime être à la tête de mon entreprise. Je kiffe de ouf, hein. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. Et il faut avoir envie, voilà, parce que des fois tu as des hauts, des fois tu as des bas, tu as des très bas. Faut, faut réussir à, à, à- j'allais dire à s'automotiver, j'allais même dire carrément à s'aimer en fait. Alors, je vais peut-être passer pour une nunuche, cuculapraline en parlant d'amour, mais vraiment, en fait, moi, je pense vraiment que l'amour, c'est quelque chose qui est indispensable pour soi, mais aussi pour ses clients, en fait. Et quand je parle d'amour, voilà, j'ai des gens qui comprennent pas forcément ce que je dis. C'est vraiment une attitude, quelque chose qu'on donne, en fait, qui est illimité, qu'on crée avec le cœur, avec une intention bienveillante, bonne, vraiment positive en fait. C'est ça que j'appelle amour. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, si un jour ça va pas, je rencontre un très bas, je sais pas, il y a soit une mission qui se passe pas bien
ou mes prestats ou je sais pas, n'importe quoi, bah, c'est d'avoir de l'amour pour moi-même en me disant: «Bon écoute, tu bien bossé, là tu as fait ça, ça, ça qui fonctionne bien, là tu as fait ça qui fonctionne moins bien. Bon écoute, c'est pas grave, tu vas travailler ça. Mets-toi là et puis là tu travailles ça, OK?» Et en toute bienveillance avec moi-même. De même, si j'ai un client ou une cliente, enfin, qui vient me voir, parce que des fois j'en ai en fait, hein, qui sont pas toujours, très, très, comment on va dire ça? Très diplomates, et qui s'énervent parce qu'ils comprennent pas toujours mon expertise, en fait. Ils comprennent pas toujours les limites non plus de mes champs d'action et c'est peut-être là où moi j'ai pas été claire, où il y a eu un malentendu, peu importe. En tout cas, j'ai ça à gérer, donc de la relation client et ben, moi, c'est d'avoir aussi de l'amour pour mon client ou ma cliente, c'est-à-dire une attitude bienveillante, tolérante, positive, vraiment, tu vois, c'est le mot espagnol qui me vient. Vraiment, c'est ça, hein, c'est cariño, soin, care. C'est vraiment cette attitude-là, d'écouter le client, la cliente, et de comprendre en fait sa souffrance pour lui donner quelque chose de positif, même si à côté, moi j'ai quand même été blessée personnellement, tu vois, mais c'est de mettre ça à côté pour, bah en fait, pour avancer, hein. Mais tout à fait. Mais oui, mais oui. Mais il y a en plus, une phrase que j'aime beaucoup, un slogan que j'aime beaucoup de ton entreprise. Quand tu dis: «La science, et du savoir organisé», hem, je m'interroge, quelle vision tu as derrière, ce slogan? Parce que moi, j'ai ma vision de ce que tu as écrit, mais qu'est-ce que tu entends derrière la science et du savoir organisé? Bah là, tu vois, on est vraiment sur le cœur de ce que je fais, parce que le savoir organisé, pour moi, moi je fais référence à l'économie de la connaissance et au management de la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand tu fais, quand tu fais de la recherche, peu importe le domaine, qu'on soit en sciences dures ou sciences sociales, hein, c'est pareil, tu crées des connaissances. Parce que tu vas te poser une question sur quelque chose et tu vas essayer de trouver la réponse. La réponse, c'est une connaissance. Que la réponse aille dans le sens de tes hypothèses de départ ou pas, c'est une connaissance. Conserver ces connaissances quelque part, que ce soit par écrit, par vidéo, peu importe en fait, d'une manière organisée, de façon à ce que ce soit réexploitable par toi-même ou par les autres, c'est de l'or. Donc ça d'une part, voilà. Et puis, et de même, quand tu te mets à faire vraiment le processus de recherche, tu as intérêt à être organisé si tu veux avoir une démarche qui est rigoureuse, reproductible, systématique, systémique et réexploitable et transférable. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est ça, ça regroupe tout ça en fait. Et c'est la base de ce que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne, parce que les gens que j'accompagne, en fait, ils pensent toujours d'abord au financement. C'est bien les financements, c'est le nerf de la guerre, d'accord, mais en fait, à la base, c'est de partir de ça. C'est de partir de ça, de cette question d'organisation, en fait. Tout à fait, tout à fait. OK, ouais, je suis contente parce que j'avais bien saisi ce que tu voulais mettre derrière, donc je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ton point de vue dessus parce que c'est un slogan que j'aime beaucoup. Émilie, j'ai vu que tu es très active sur plusieurs réseaux d'entrepreneurs, notamment Femmes du Digital West, Women at Nantes, Femmes ingénieures. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement des actions de ces réseaux et nous donner un exemple aussi d'actions auxquelles tu as participé? Bah, en fait, là, ça fait quand même référence à ce que je faisais quand j'étais encore à Nantes. Femme du Digital West, j'ai quitté il y a peut-être un mois. Ça doit faire ça, ouais, ça fait un mois. Je continuais à travailler avec eux à distance, mais vraiment d'une manière très, très, très limitée depuis que je suis retournée en Guadeloupe. Donc, j'étais trésorière adjointe. Je participais à des événements qui visaient à sensibiliser les filles au métier du numérique, à la tech, mais aussi à sensibiliser les hommes à la question de l'inclusion. Parce que je pense vraiment que ça vient pas que des femmes, hein, ça vient surtout d'eux. Si c'est pas eux qui font la place, parce qu'en fait c'est eux qui occupent les places. Donc si c'est pas eux qui font de la place aux femmes, ben c'est pas nous. On pourra bien forcer tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut que ça vienne aussi d'eux. Donc, il faut les inclure aussi là-dedans, dans ces questions-là et dans le militantisme, si je peux dire ça comme ça. Donc, les associations dont tu as parlé, là, c'est beaucoup des associations de femmes qui sont dans la tech, globalement.
Femmes ingénieures, c'est pareil, ce qu'on fait, ce qu'on faisait en fait, c'est, ce qu'elles font toujours, hein, du coup à distance, heu, c'est d'intervenir aussi pareil dans les collèges, les lycées pour insuffler en fait, la vocation aux jeunes filles qui hésitent encore et qui se projettent pas, qui ont pas d'exemple. Hem, voilà, voir un exemple, ça peut déclencher quelque chose. Est-ce que toi, tu en as eu des exemples? Est-ce que tu as eu des modèles de pas uniquement des modèles de femmes, je suppose, mais des modèles de femmes scientifiques caribéennes en particulier, est-ce que tu en as eu? Alors je vais te faire une réponse que tu vas trouver peut-être très bizarre. Moi, j'ai pas eu de modèle de femme et d'ailleurs, je pense que je suis pas sûre que je me suis jamais identifiée vraiment complètement à être femme ou homme, en fait. Donc déjà déjà, c'est-à-dire pour te dire, en fait, que je cherche pas, j'ai pas cherché un modèle et puis je me suis pas et j'en ai pas nécessairement trouvé et si je voyais des hommes scientifiques, si tu veux, ça m'impressionnait pas. Je me disais pas: «Ah tiens, il y a que des hommes, donc c'est pas pour moi», tu vois? Parce que moi, je m'identifiais pas à un genre, en fait. Mais oui, j'imagine que quand même, c'est bien d'avoir des exemples, pour t'inspirer, hein. Je comprends que certaines personnes n'ont pas forcément besoin de s'identifier pour, choisir leur voie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, d'elles-mêmes, n'ont pas forcément ce besoin, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie des jeunes filles qui ont besoin de voir ça, Bien sûr. Et en revanche, en fait, ce que je peux te répondre aussi, c'est que, moi, ce qui m'inspire, c'est pas nécessairement, un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui vit ses rêves. En général, que ce soit dans le domaine scientifique ou autre chose, moi, c'est quelqu'un qui vit ses rêves. Si je vois quelqu'un qui vit sa passion, qui est heureux et bah, qui a pas nécessairement claqué des doigts pour que ça arrive et qui était déterminé, qui a suivi son chemin et tout, ça m'inspire. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord avec ça, je suis très d'accord avec ça. Et dernière question, juste pour moi, par curiosité, est-ce que tu as toujours voulu faire des sciences depuis petite? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, au lycée, au collège, en commençant à découvrir les matières scientifiques? Est-ce que tu avais déjà cette appétence pour les sciences ou est-ce que c'est venu plus tard? Hem, En fait, tu sais, quand j'étais petite, je j'étais intéressée par vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Hem, Si tu veux, la science, c'était une voie de facilité parce que c'était naturel. C'est-à-dire que c'est peut-être le domaine où je faisais le moins d'efforts, tout simplement. Et comme et comme j'aime bien et comme j'aime bien en général être efficace, du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais faire ça». Parce que parce que pour l'instant, c'est simple et tout et le reste, je vais le faire en parallèle. Par exemple, j'adore les langues étrangères. En parallèle, je vais apprendre des langues étrangères. Ça, j'aime bien, tu vois? Mais plein de choses comme ça, en fait, plein de domaines comme ça, je me dis: «Voilà». Je vois, par rapport à ton caractère, je comprends. Ben, est-ce que tu aurais, une dernière petite chose que tu souhaiterais dire à toutes les personnes qui t'écoutent? Ce que je veux dire comme mot de fin, écoute, peut-être, une référence littéraire qui est, voilà, qui moi, ça me drive beaucoup. C'est un livre de François Tcheng, qui fait partie de l'Académie française, hein, qui s'appelle «5 méditations sur la mort», autrement dit sur la vie. C'est un recueil que j'adore, vraiment, qu'il faut lire, 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 relire, 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 qui parle vraiment de la beauté de la vie, en fait, dans son caractère éphémère. C'est vraiment un message, encore une fois, d'amour pour, ce qui nous entoure. Et ça, c'est une motivation de ouf, en fait, pour tout le monde, en fait, qu'on soit peu importe le domaine, peu importe ton activité, mais voilà. Mais je pense qu'on pouvait pas mieux finir, hein. Franchement, génial pour cette petite référence. Ben, je tiens vraiment à te remercier, Émilie, pour, ce 1er épisode. Ça me touche vraiment que tu as accepté de, nous livrer, tous ces conseils, de discuter avec nous en détail de ton parcours. Je trouve vraiment qu'on a été en profondeur et je pense vraiment que ça pourra aider pas mal de personnes qui, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils pourront, je pense, s'identifier peut-être pas à tout, mais à certaines choses que tu as pu faire,
On n'a même pas eu le temps de parler de tout. Je pense qu'il faudra même peut-être refaire un deuxième épisode parce que toute la partie Erasmus, je pense que ce sont des expériences qui sont super intéressantes et enrichissantes pour surtout les jeunes qui ne connaissent pas encore ces expériences. Donc, je tiens vraiment à te remercier et à bientôt. J'espère qu'on pourra refaire un épisode. Oui, bah écoute, merci beaucoup, hein, c'est moi qui te remercie. Mais merci beaucoup de m'avoir invité et puis voilà, au plaisir, hein. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt. Merci à toi, allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.